Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Communal de Cancan, deux conseillers élus du RPG muté. C'est quoi cette histoire? C'est assez rocambolesque. J'ai du mal quand même à reconnaître mon micro ce matin, je comprends pas du tout. Oh, Titi, ça passe bien, suivant bien. Hein? Bah, voilà. Si vous le dites. Voilà. Ce qui se passe, c'est que on a du mal du côté de Cancan à se doter enfin d'un conseil communal. Même si des conseils ont été élus, il est à constater que depuis les élections communales du 4 février, en début d'année, donc 2018, cette commune, la commune urbaine de Cancan, n'a, comme les autres d'ailleurs, mais avec un accent plus particulier pour le cas de Cancan, cette commune urbaine de Cancan n'arrive pas du tout à mettre en place son conseil communal. Et on va demander certainement à M. Philan Traoré pourquoi on n'arrive tout, parce que c'est lui le superviseur de l'élection de l'exécutif communal et de la mise en place du conseil communal de Cancan, mais aussi des conseils communaux et urbains de plusieurs sous-préfectures de la préfecture de Cancan. On n'y arrive pas du tout parce que c'est le RPG Arc-en-Ciel qui est majoritaire, qui a 29 sièges sur 41, qui n'arrive pas du tout à se mettre d'accord sur un nom qui peut être son porte-étendard à l'occasion de l'élection de l'exécutif communal. Il y a quatre conseils élus du parti au pouvoir qui sont tous candidats au poste de maire. Donc, et chaque candidat a ses soutiens à la fois au plan local, mais aussi au niveau national, au niveau du directoire national du RPG Arc-en-Ciel. Il se passe que préalablement des primaires avaient été organisées pour départager les 4 candidats. Des primaires qui ont permis donc de désigner monsieur Dr Moro Sidibé comme vainqueur. Nous avons pu parler hier avec monsieur Mambi Kamara, qui est le secrétaire permanent du RPG Arc-en-Ciel, du RPG au niveau de la région de Cancan. Il nous a dit que les primaires que le parti reconnaît, ce sont des primaires qui ont été organisées par le parti lui-même. Sauf que d'autres primaires avaient eu lieu auxquelles les 4 candidats avaient participé. Et à l'issue de cette primaire, c'est Dr Moro Sidibé qui en est sorti vainqueur. Monsieur Mambi soutient que les primaires qui ont été organisées par le RPG ont été remportées par monsieur Kolofon Diakité, qui est, il faut le rappeler, le candidat qui est soutenu par beaucoup de ténors du RPG Arc-en-Ciel, de caciques du RPG Arc-en-Ciel, du côté de Cancan, notamment monsieur Cheikh Talibi Dabo, qui est quand même l'un des grands soutiens de monsieur Kolofon Diakité. Alors, il se passe que beaucoup donc de responsables du RPG Arc-en-Ciel à Cancan veulent que ce soit M. Kolofon Diakité qui passe comme maire. Sauf que ce n'est pas un avis partagé par tous les conseillers. C'est important. Et il faut rappeler ici que lors des primaires dont on parle et qui ont permis à Dr Moro Sidibé d'être vainqueur, ce dernier a récolté 14 suffrages sur les 29 conseillers du RPG Arc-en-Ciel. Donc 14 suffrages à lui seul. Ça veut dire qu'il est celui qui est, en tout cas, à la faveur du vote et de la confiance de la majorité des conseils élus du RPG Arc-en-Ciel à Cancan. Ça, c'est important. Ce qui se passe, puisqu'on sommes en train d'aller vers la mise en place, enfin, on espère, des sources nous disent que ça va être cette semaine, on est en train d'aller donc vers la mise en place du conseil communal de Cancan et de l'élection de son exécutif communal. Donc l'enjeu principal, c'est l'élection du maire. Et on passe par des manœuvres. Il se passe que donc on prend 2 conseillers élus, déjà élus, pour qui les populations de Cancan ont voté. On les mute, on les déplace, on les éloigne. Ils sont par ailleurs des enseignants. Ces conseillers, donc c'est un certain monsieur Fodé Kamara et un certain Sekou Kamara. Ils sont tous donc des responsables de l'éducation, l'un proviseur, l'autre censeur. Donc, mais il faut rappeler qu'ils sont politiques. Ils ont été élus sur la liste du RPG Arc-en-Ciel. On les prend par arrêté du ministre Maurice Sangaré et on les mute, l'un à Dalaba, l'autre à Beila. Donc, automatiquement, ils perdent leur statut de conseil élu. On a posé la question à M. Mambi, il dit oui, c'est une décision administrative et ce qui va se passer, on va les remplacer. La manœuvre consiste
donc à les éloigner, à les muter ailleurs et à les faire remplacer, comme M. Mambi l'a dit, par d'autres personnes qui pourraient donc voter dans la direction souhaitée du directoire du RPG Arc-en-Ciel à Kankan. On apprend que les deux qui ont été mutés sont proches du Dr Moro Sidibé et auraient voté pour ce dernier à l'occasion des primaires dont je parlais tout à l'heure. Je pense que ce n'est pas de cette façon qu'il faut régler cette situation. Maintenant. Vous rappelez le président Alpha Condé lui-même et lors de son passage récemment à Kankan, il n'a pas pu trancher la question. En tout cas, il ne s'est pas prononcé. Il a tout simplement émis des regrets par rapport aux choix qui ont été faits. Il a rappelé le cas de Matoto en disant que lui, à l'époque, il avait récolté 180 000 voix quand même à Matoto et qu'aujourd'hui, le RPG Arc-en-Ciel a à peine obtenu 60 000 voix à Matoto. Est-ce que c'est lui le responsable? De toutes les façons, lui, il rejette la faute aux responsables du RPG Arc-en-Ciel et qui donc finalement n'arrive plus, pour punir, il y a beaucoup d'arrogance, je sais pas, il y a tellement de choses, c'est vraiment, comment dire, mon cher Tamba, comme du côté de Bokeh où vraiment Tawel s'est rébellé à dire effectivement niet, ben, cette fois-ci je ne me laisserai pas faire. Le RPG s'est tiré des balles dans les pieds tout seul, c'est clair. Dans un pays normal, on aurait posé la question quel est le domaine qui vient avant l'autre? Les grandes gueules. Parce que avant d'être politique, et ça ne regarde que, ce sont des enseignants. Surtout dans un pays normal, il n'y aurait pas eu de débat. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire a pris une décision administrative pour des fonctionnaires de son département. Dans un pays normal, on n'aurait eu aucune discussion. Mais pourquoi maintenant? Justement, Aboubacar, c'est la question. C'est tout ça. Laissez-moi juste. Les grandes gueules. On ne se contredit même pas. Je suis parfaitement d'accord avec la lecture que fait Aboubacar Diallo, mais moi je veux juste nous amener à réfléchir un peu par rapport à la situation du pays aujourd'hui. N'importe quelle action est décryptée à l'aune de considérations politiques. N'importe quel acte, qu'il soit administratif, qu'il soit même religieux, qu'il soit social, le politique va s'y inviter. On en parlait souvent ici, on n'a pas cessé de le rappeler, même avec la grève du SLEG, on aurait pu en sortir plus rapidement, régler les choses sans problème. Mais dès qu'il y a un mouvement aujourd'hui, la politique va tout de suite s'y inviter. On va absolument voir les choses, soit à l'aune du politique ou à l'aune de l'ethnique. On est tombé dans ce lot-là. Par rapport à ce que Aboubacar nous décrit, il faut bien se l'entendre dire. Ce qui arrive de ce côté est arrivé ailleurs sous d'autres formes. Déjà, vous avez vu, quand il y a une toute petite opposition, une voix discordante, on fait tout pour l'éteindre. En clair, ce qu'on appelle ici bellement la démocratie, elle n'existe que de nom. Sinon, on a le choix de choisir qui l'on veut. Et donc, on va s'inviter avec ces manœuvres-là. Et la meilleure arme qu'on va trouver, c'est de dire, mais et je crois que c'est bien mûri même. Ils vont s'asseoir. Comment faire pour assurer au RPG Arc-en-Ciel la victoire? On dit, bon, écoutez, ce sont des enseignants. Oui, en plus, ils ont des responsabilités. C'est assez simple. Disons au ministre de prendre un acte à travers la DPE ou même l'IRE, et on va le prendre, et puis on les envoie quelque part. C'est les mutations de la sanction. Simplement parce que vous avez eu un autre avis que celui que l'on aimerait que vous ayez. On est comme ça en Guinée. Malheureusement, Lamine Guirassy, ça touche n'importe quel aspect de notre existence aujourd'hui, de la vie guinéenne aujourd'hui, n'importe quel aspect, et ça risque de nous amener bien loin. Si l'on ne prend pas la décision en tant que Guinéen, et c'est important pour chacun de nous, pour les politiques, pour les journalistes, pour les citoyens ordinaires, pour n'importe quel cadre de l'administration, c'est important pour nous de prendre conscience et de voir que nous sommes en train d'envoyer le pays là où il ne doit pas aller. Parce que même si ce que vous défendez est vrai, même si votre position elle est juste, si vous n'êtes pas du même camp que l'autre qui a une autre position, eh bien ça devient faux. La vérité a une couleur. Et c'est malheureusement comme ça que nous sommes en train d'évoluer. Ça se transmet malheureusement de père en fils, de fils en petit-fils. Parce qu'aujourd'hui, même les tout petits qui naissent sont déjà dans cette perspective-là. On regarde à ta couleur pour savoir si ta vérité est vraie. Malheureusement.
Bien. Allez-y, Mafoudia Bangoura. Alors, déjà, pour le cas de Cancan, il faut savoir que là, c'est un problème au sein même du RPG Arc-en-Ciel. C'est pas un problème face à d'autres formations politiques. C'est un problème à l'interne. Ouais. Et ça, pour dire rapidement, c'est un piège dans lequel le RPG s'est retrouvé. Un piège né de la décision d'aller avec des listes de candidatures, des listes de candidatures vides, là où il n'y a pas de nom. On a vu exactement, merci pour le mot, il n'y a pas eu de tête de liste. Et aujourd'hui, on se retrouve au sein même du RPG où il suffit juste de le vouloir. Après, le mécanisme le permet. Parce qu'officiellement, personne n'est présenté comme tête de liste pour un tel poste. Maintenant, côté loi, d'accord, je suis d'accord avec Tamba que le ministre Sangaré ait la possibilité de nommer qui il veut où, mais après il y a l'autre loi qui voudrait que lorsqu'on est candidat sur une liste dans une localité, d'abord les critères voudraient que tu résides dans cette localité et que justement tu exerces là. Ce qui veut dire ces candidats pour lesquels la population de Cancan a voté, c'est pour des personnes en qui ils ont eu confiance. Ces gens-là sont là, on veut les déplacer pour les envoyer ailleurs. Peut-être c'est là qu'on rejoint carrément la conclusion de Tamba. C'est parce que ce jeu politique, on se le permet, on arrange les choses de telle sorte qu'à un moment, tout ce qu'on peut, c'est de cela d'ailleurs ce qui est servi, c'est de cette pagaille dont s'est servi l'élu de Bokeh. Oui. Voilà, il y a une telle pagaille qui s'est dit, ben voilà, comme vous voulez, moi aussi je décide, puisque chacun peut décider, je décide aussi, et ça a marché pour lui. Aujourd'hui, il est en passe de devenir le maire, il est même le maire de Bokeh. Ça a porté. Quand cette pagaille, ça va persister, parce qu'au sein du RPG même, on ne s'entend pas. Chacun veut occuper un poste de responsabilité. Maintenant, ce qui est dommage, c'est vis-à-vis de cette population qui est sortie tôt le matin pour aller voter, pour prendre la peine de choisir des gens pour que les choses s'améliorent du côté de Cancan. Et là, on peut même nationaliser cette portion, parce que c'est toute la Guinée aujourd'hui qui se retrouve, qui se demande qu'est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on a eu intérêt à voter pour ces communales, parce qu'on se retrouve avec des maires. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Comment ils vont travailler? Qui sont-ils? Par endroit, on ne sait même pas qui a été choisi. Ça dépend de la volonté des politiques, même pas de la population. Pour ces communales, mais franchement, on est passé totalement à côté, et ça depuis les premières heures. Maintenant, on est en train de subir tout ce qui a été orchestré. Maintenant, la question, est-ce que ça va aider les populations à la base? Non, pas du tout. Bien. Allez-y, Moussa. De quoi on se mêle finalement à la fin du compte? Ben, écoutez, on est en train de parler d'un problème propre au RPG, interne au RPG. Et tout le monde sait que le RPG porte les propres germes de sa destruction. C'est-à-dire que l'implosion de ce parti viendra de l'intérieur. On a reçu dans ce studio Monsieur Dadi, qui a expliqué tout le mécontentement et les griefs qu'il avait contre son parti et tout ce qu'il a pu mener comme combat à l'interne afin de faire changer les choses, mais il n'y est pas arrivé du tout. On a écouté le premier responsable de ce parti qui lui-même a flingué, entre guillemets, le bureau exécutif du RPG en disant que ses propres consignes n'ont pas été suivies. On a également compris, lors de ces communales, comment est-ce que le RPG a présenté ses candidats. En fait, on n'a pas vu beaucoup de candidats parce qu'on a vu un coq à la place des têtes de liste. Au regard de tout cela, moi, ce qui m'écoeure, ce n'est pas tant les problèmes internes au RPG, qu'il puisse y avoir des mutations par-ci, par-là, qu'il puisse y avoir des contradictions à l'interne, des controverses. Moi, c'est pas ce qui m'inquiète. Ce qui m'écoeure, c'est le fait qu'on prive les populations de Cancan de leur maire. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas de calendrier électoral, où il n'y a pas de chronogramme, où vous ne pouvez pas à date organiser une seule élection à date. Vous êtes dans un pays où, pour organiser cette élection, on fait appel à ceux-mêmes qui sont à la base de ce report perpétuel de dates, de chronogrammes, afin de leur permettre, ces personnes-là, de composer l'organe de gestion des élections. C'est-à-dire qu'on sait que vous êtes fauteur de troubles, mais on vous prend tout de même, on vous met à la tête de l'organe qui doit organiser ces élections pour dire, vous êtes dans l'épicentre de la chose électorale. Alors, à partir de ce moment-là, créer la cacophonie qu'il faut afin que les élections ne se déroulent pas bien. Sincèrement, ce pays, quelquefois, et sur le plan électoral, c'est la déception totale chez moi. Quelquefois, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a bien fait? Qu'est-ce qu'on a bien fait? Et pire que tout ça, Lamine, nous avons les élections
l'une des élections les plus coûteuses sur le continent. Ces élections nous coûtent cher. Pour quel résultat, enfin? Plus de 300 milliards investis dans ce que je n'appelle pas élection, parce que les communales dernières étaient tous sauf une élection. C'est pas possible. Vous avez des populations qui vont être astreintes, contraintes à accepter des visages pour lesquels elles n'ont pas voté. Des élections de proximité qui se sont transformées en élections de combat, de boxe, où jusqu'au sommet, au palais sécrétariat, on est obligé de se mêler. Nous sommes dans quel pays? Et vous allez voir après, ça va continuer jusqu'au dans nos ménages, puisqu'on va toucher au chef de quartier. C'est dramatique, c'est dramatique. Et ça, je le dis, le RPG, les autres partis doivent le dire, les populations de Kankan doivent le savoir. Le RPG n'a pas le droit de vous faire porter les conséquences de ses propres problèmes, de sa propre crise. Eh bien, si elle ne peut pas régler sa crise, ben écoutez, c'est mieux que, comment on appelle, les populations de Kankan prennent leur destin, mais qu'elles puissent se choisir un mec qui va gérer cette commune, c'est pas la peine. C'est pas parce qu'ils ne s'entendent pas que Kankan va rester de façon éternelle sans maire. Parce qu'à ce jour, quand on écoute bien Baka Diallo, on n'est pas au bout du tunnel. Ils ne sont pas prêts à se décider. C'est pas normal. C'est ce qui va arriver justement. On va donner aux populations des Kankan un maire qui n'est pas leur émanation, qui n'est pas leur choix. Parce que à la fin du compte, au niveau du directoire préfectoral ou régional du RPG Arc-en-Ciel, au niveau des Kankan, on veut quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est Kolofon Diakité, qui est le choix de cœur de plusieurs responsables donc du parti présidentiel à Kankan. Mais il n'est pas un choix partagé d'abord à l'interne par tous les conseils élus. Le RPG en a 29, mais tous les 29 ne font pas consensus, ne s'entendent pas sur le nom de M. Kolofon Diakité. La preuve est que cette primaire qui a été organisée, elle a été plutôt remportée par un autre, qui est Dr Moro Sidibé. Donc, à la fin du compte, c'est peut-être M. Bakary Kaba, qui est aussi un troisième larron, qui pourrait sortir du chapeau, on ne sait par quelle magie, qui pourrait peut-être devenir, d'autant qu'il est le président de la délégation spéciale sortant, le président sortant de la délégation spéciale, donc il pourrait il pourrait remplir tout simplement la tête de la mairie de Kankan. Or, il n'est pas forcément celui pour celui qui a l'assentiment de la plupart des conseillers élus, mais aussi des populations de Kankan, qui ont voté certes pour une liste, le RPG Arc-en-Ciel, c'est la liste du parti présidentiel, mais elles n'ont pas eu la possibilité de connaître à l'avance qui était, donc quel pourrait être le visage de leur prochain maire. C'est quand même un droit fondamental, de mon point de vue, qu'on enlève aux populations des Kankan, qui restent dans le flou, qui n'ont pas la possibilité aujourd'hui d'avoir le maire de leur choix. Et c'est comme ça que ça s'est passé partout dans notre pays. Comme l'a dit Moussa, ce sont des élections qui ont été complètement vidées de leur contenu, détournées de leur sens. C'est assez dramatique. Et je pense que la conséquence qui pourra découler, c'est que les prochaines fois qu'on sera amené à organiser des élections dans notre pays, il faut s'attendre, de mon point de vue, à un taux d'abstention assez élevé. Les populations sont désabusées. Elles sont déçues de notre classe politique, mais aussi de la classe dirigeante de notre pays, de l'élite guinéenne. Et les populations ne savent plus à quel sein se laisser vouer. Parce que vous ne pouvez pas vous tourner ni du côté du gouvernement, ni du côté de cette classe politique qui est de toutes les façons, dans son ensemble, est totalement décriée aujourd'hui. Parce que tout ce qui arrive est le consensus, est le fruit du consensus de l'ensemble des acteurs. Vous prenez cette nouvelle loi sur la CENI, cette loi sur la nouvelle CENI, elle est le consensus entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG. Donc on ne peut pas me dire que l'UFDG, par exemple, qui est de l'opposition, le code électoral révisé, qui nous cause assez de problèmes et qui est conflictogène d'ailleurs, qui a été dénoncé par tant et tant d'acteurs. Je vais citer par exemple Dr Faya Milimono, Dr Makale, ce front qui a été mis en place, ce front anti-code électoral révisé, mais qui n'a pas pu résister face à l'entente entre les deux partis ultra dominants de notre scène politique. Donc, ce sont des arrangements d'arrière-cuisine et entre partis de l'opposition, notamment l'UFDG et le parti au pouvoir. Généralement, lorsque leurs intérêts sont en jeu,
au détriment de nos populations, c'est assez dangereux pour l'avenir politique de notre pays. Allez-y, mon cher Tamba. Et à la fin, moi, je me pose une question, bon, finalement, le peuple, comment est-ce qu'il s'en sort? Regardez Guéassou. Guéassou, celui que l'on dit être élu, il porte encore sur sa tête les stigmates de ces manœuvres du pouvoir en place. Oui. Lui, plusieurs années, même dans sa vieillesse, lorsque ses petits-fils vont naître, ils vont lui demander « Papa, qu'est-ce qui s'est passé sur ta tête ?» Et il va leur répondre « C'était ça. » Il porte ces stigmates-là. Venez par exemple à Guékédou, c'est ce qui s'est passé. Jean-Marc Tiliano s'est mis à la manœuvre. On a demandé à des gens qui sont vivants, qui ne sont pas malades, qui sont présents, on leur a dit « Signez des procurations pour qu'on vote à votre place parce qu'on ne croit pas que vous allez voter pour le RPG Arc-en-Ciel. » Avec le bloc libéral, on a carrément interdit aux élus d'avoir accès à la salle des votes. Ça s'est passé en Guinée. Ouais. Regardez le cas du Kindia. Abdoulaye Ba qui est arrivé, un maire qui a été salué par l'ensemble de cette population-là. On dit non, lui il est assez jeune, assez fulgurant, on n'en a pas besoin, il ne va pas nous servir. On est allé prendre un vieil homme et on en a fait le maire de cette circonscription aussi stratégique pour notre pays. Le Kenya a désormais ce monsieur-là et c'est lui qui va y être. Bien. Même pour s'asseoir, on a vu des bandes, même pour s'asseoir c'est assez compliqué, c'est ce qui s'est passé de ce côté. Et il y a Matoto. Matoto, c'est également la même situation. Aujourd'hui, on ne sait pas qui a gagné là-bas, on attend encore jusqu'à ce jour. Moi, j'ai envie de dire, comment est-ce que des individus, des hommes, qui sont quand même minoritaires, auxquels on a confié un mandat, auxquels le peuple souverain, j'ai envie de dire, le peuple souverain a confié un mandat, comment est-ce que ces hommes réussissent à nous imposer leur diktat? À un certain moment, posons la question au peuple lui-même, parce qu'il semble complice de tout ce qu'il subit. Voilà, parce que quand on est passif, c'est comme ça. Nous sommes en 2019 et vous êtes au pays, vous allez le terminer. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui s'alarment ce matin à dire que le signal est coupé, mais bon, ceux qui nous écoutent évidemment sur le bouquet Canal+, là ça passe. Docteur Ousmane Kaba avec nous dans ce studio. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour. Rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Voilà. Docteur, bonjour. Oui, docteur, vous n'allez pas forcément, vous n'allez pas échapper à l'actualité. L'actualité, c'est cette grève qui perdure dans le secteur de l'éducation et on espérait en sortir hier avec un protocole d'accord qui était annoncé, qui était sous les bras, mais finalement ça a capoté à la dernière minute à cause du fait que le Souma l'a révélé ici, que le gouvernement voulait mettre dans l'accord que les syndicalistes ne devraient pas enclencher des grèves au moment des examens nationaux. Comment vous suivez toute cette actualité liée à la grève et quelles leçons, quel enseignement peut-on en tirer pour le secteur de l'éducation dans notre pays? Écoutez, moi je suis désolé parce que j'espérais que la grève prendrait fin pour la simple raison que l'éducation c'est la pierre angulaire du développement d'un pays. Oui. On ne peut pas s'amuser avec ça. Ça ne devrait pas être un sujet politicien. La Guinée déjà c'est l'un des pays, je le dis toujours, qui n'accorde pas beaucoup de priorité à l'éducation, puisque nous y consacrons que 13% de notre budget, quand les pays qui nous entourent, qui sont comparables, consacrent entre 35 et 40% du budget. C'est extraordinairement bas. Déjà, s'amuser avec ça, je pense que c'est irresponsable. Donc moi, je suis de ceux qui poussent pour qu'il y ait vraiment un accord rapidement pour éviter l'année blanche. Vous savez ce que ça veut dire? Moi, je suis enseignant. Je suis très près des programmes qui sont enseignés chaque année. Quand les programmes ne sont pas terminés, c'est une catastrophe. C'est comme construire une maison avec des briques qui manquent. Voilà ce que ça fait. Donc, la maison ne peut pas être solide. Bien. Allez-y, madame Miro. Non, mais ce qui étonne le plus, c'est surtout le fait que les enseignants ne demandent pas qu'on vote un nouveau budget. Ils demandent à ce qu'il y ait, par exemple, une sorte d'épuration du fichier. Des enseignants fictifs existent et ces montants seraient reversés sur les salaires. Comment comprenez-vous que cela puisse créer des problèmes pour juste empêcher la signature de ce protocole d'accord? En réalité, ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas puisqu'il n'y a pas d'effort supplémentaire qui est demandé au budget. C'est faire le nettoyage du fichier
et revaloriser les salaires à concurrence des montants récupérés, si je comprends bien. Si c'est cela, je ne vois pas en quoi cela peut-être qu'il y a une nuance. Peut-être qu'il y a une nuance à apporter parce que ce que le gouvernement refuse de faire, c'est de le verser sur le salaire de base. Et vous savez, le salaire de base implique nécessairement des réaménagements sur le salaire net à l'arrivée. Est-ce que ce n'est pas cela que le gouvernement craint, que ça puisse justement avoir pour implication qu'il y ait des efforts supplémentaires à faire pour compléter le salaire des enseignants? Écoutez, moi je n'en sais rien. Si j'avais le texte devant moi, je me serais prononcé, et vous savez que nous, on n'aime pas commenter des commentaires. Il y a aussi que qui parle d'assainissement du fichier parle donc de lutte contre la fraude, contre les fictifs. Et quand on parle de fictifs, vous savez que c'est une sorte de pathologie de notre système éducatif. Quand on prend les trois départements, on a comme l'impression, et cela sur base bien entendu de documents, qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas du tout être privées de ce, entre guillemets, de ce gombo-là qu'ils utilisent depuis des années. Est-ce que vous avez pu sentir cela au niveau des différents départements que ces fictifs sont entretenus par des personnes bien placées et qui ne souhaitent pas du tout qu'il y ait changement depuis des années, bien entendu? Écoutez, si vous voulez mon expérience, je vais vous dire ça. Oui. En Guinée, le gros problème que nous avons depuis les années 80, c'est que nous cherchons très souvent à apurer les fictifs de la fonction publique, de l'éducation et de tous les secteurs. Oui. Le gros problème, il est où? C'est que personne n'a jamais été sanctionné. C'est-à-dire que lorsqu'on prend les fictifs, on se contente de couper l'argent illégal qui sortait. Ouais. Mais aucune responsabilité n'est située, aucune sanction. Ce qui veut dire, en termes, si j'étais à l'université, j'allais te parler des jeux. En termes de jeu, c'est un jeu à risque nul. Oui. Quand vous avez un jeu à risque nul, ça veut dire que vous avez tout intérêt à fabriquer des fictifs. Parce que si on vous prend, simplement on vous enlève l'argent, vous n'êtes pas sanctionné. Donc vous ne pouvez que gagner ou ne pas perdre. C'est catastrophique pour un pays. Voilà. Donc c'est un éternel recommencement. Le problème, si on fait le contrôle des effectifs, il faut savoir qui prenait cet argent, qui. Et il faut sanctionner celui qui prenait cet argent. Comme ça dissuade de nouvelles personnes de rentrer dans ce jeu-là. Mais quand vous avez un jeu où il n'y a pas de risque, mon cher ami, c'est un éternel recommencement. C'est ce qui explique qu'on fait ce travail depuis 30 ans. Chaque fois que l'on appure, quelques années après, ça devient encore plus sale qu'avant. Ouais. Plus globalement, il y a la façon dont cette grève a été gérée. Vous avez suivi la fermeté qui a été affichée par le Premier ministre jusqu'au bout. Le chef de l'État aussi qui s'est prononcé sur cette grève dès le départ, qui a qualifié les revendications du syndicat des libres des enseignants de Guinée de revendications fantaisistes. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est cette approche, cette façon de gérer la façon de gérer cette crise au niveau des deux plus hauts dirigeants de l'exécutif, que c'est cette approche donc qui a radicalisé les enseignants? Et comment vous jugez la gestion de la crise au niveau de l'État, au sommet de l'État? Écoutez, n'étant pas impliqué dans cette négociation, je ne me permettrai pas de faire des jugements hâtifs. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que quand il y a des tensions sociales, il faut s'asseoir autour de la table. Surtout que ces sanctions sont autour d'un problème majeur de notre pays, qui est l'éducation. Il ne faut pas s'amuser avec ça. Je pense que le gouvernement aurait dû avoir une approche beaucoup plus souple pour trouver une solution rapidement et non aller vers une année blanche. On va faire, docteur, réagir maintenant sur nous allons aborder le volet politique. Il y a que le cas de l'Assemblée nationale est un cas qui pointe à l'horizon. Nous avons appris que le président a écrit à la Cour constitutionnelle pour proroger le mandat des députés. Et même s'il y a quelques contradictions entre nos différents textes de loi, mais c'est bien clair que les députés quand même doivent prendre la porte entre guillemets à la fin, d'ici la fin donc de ce mois de janvier normalement, et qu'on doit s'atteler donc à l'organisation des élections législatives. Alors, comment vous voyez cela? Est-ce que, même si c'est une démarche légale d'écrit à la Cour constitutionnelle, est-ce que, en tant que politicien, ça ne peut pas être aussi une ouverture, une brèche par rapport à toutes sortes de modifications ou de velléités tendant à tordre le cou à tel article ou tel autre article de notre Constitution?
Écoutez, je pense que chacun de nous est face à ses responsabilités et face au pays. Les députés ont été élus en 2013 sur un mandat de 5 ans. Ce mandat arrive à expiration le 13 janvier 2019. Question. Est-ce que le 13 janvier 2019 n'était pas prévu? Il était prévu depuis le premier jour. Voilà. Donc, le peuple nous a donné un mandat. Le mandat a expiré. J'estime qu'il est de notre devoir de rendre le tablier parce que nous ne sommes pas les seuls Guinéens. Nous ne sommes pas les seuls capables en Guinée. Il faut aider la démocratie. Il faut approfondir cette démocratie et chacun a sa responsabilité. Mais le problème est peut-être au-delà de cela. Parce qu'à titre personnel, c'est une chose. Mais le gouvernement n'a pas daigné organiser d'élections. Le gouvernement, le président de la République a écrit à la Cour constitutionnelle, est-ce que oui ou non vous seriez favorable à cette prorogation, continuer à exercer, d'ailleurs légalement, comme député de la République? Non. La réponse est très simple. J'estime que nous avons eu un mandat et que ce mandat est expiré et que nous devons redonner au peuple de Guinée la souveraineté de désigner d'autres députés à travers des élections constitutionnelles. Je rappelle, en ce qui me concerne, que j'ai été député par la volonté des populations de Kankan, que je remercie d'ailleurs pour la confiance qui m'a été placée. Les 24 villages du Baté s'étaient réunis et ont imposé ma candidature au RPG Arc-en-Ciel, dont l'appareil ne voulait même pas que je sois sur la liste des députés. Donc c'est les populations de Kankan, donc les populations de la Guinée, qui m'ont mandaté comme député. Aujourd'hui, nous avons atteint le terme de ce mandat. Moi, Dr Ousmane Kaba, je considère que c'est mon devoir de me retirer et de dire au peuple souverain de Guinée, élisez d'autres députés parce que je ne suis pas le seul Guinéen. Voilà. Bien. Docteur Ousmane Kaba, il faut le rappeler, un député, président du parti PADES, notre invité ce matin. Allez-y, madame. Qu'est-ce qui pourrait se passer éventuellement? Vous annoncez qu'à partir du 13, vous ne resterez plus à l'Assemblée, vous ne siégerez plus à l'Assemblée, vous allez vous retirer. À supposer que d'autres personnes se retirent et qu'il y ait une partie à l'Assemblée, à quoi devrait-on s'attendre? Quelle image notre pays renverrait par rapport à cette actualité? De l'autre côté, est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir ces élections législatives? Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'on les organise en 2019? Mais je ne vois pas pourquoi ce n'est pas possible. D'abord, dans le budget, cette année, il y a 350 milliards. La CENI a présenté des prévisions de 536 milliards. D'abord, si c'était la priorité du gouvernement, on aurait dû financer le budget de la CENI. Même si ce n'est pas le cas, on peut trouver les compléments de financement. Donc, c'est une question de volonté politique. Il n'y a aucune raison qu'on n'organise pas des élections législatives à cette échéance. Vous me parlez comme si 2019 n'était pas prévu dans le calendrier. Mais si. Les grandes gueules. On le dit parce que même là, il n'y a rien qui est prévu. Il n'y a qu'un signe qui dit que oui, on va avoir ces élections. Je pense, madame, que chaque être humain a une responsabilité. Les grandes gueules. C'est notre rôle d'aider notre pays à assurer l'alternance. Déjà au niveau des députés, si nous ne sommes pas capables de prendre position et de le faire, est-ce que demain nous avons la latitude de reprocher aux autres, à l'autre branche du pouvoir, de ne pas respecter les calendriers? Alors, Moussaïro pose une très très bonne question. Vous n'y avez pas encore répondu. Supposez, et c'est d'ailleurs l'hypothèse la plus plausible, supposez que là-bas, du côté de la Cour constitutionnelle, on proroge votre mandat. J'ai déjà entendu d'autres députés qui ont dit non, je ne siégerai pas. Mais le fait sera là. Zamora a dit qu'il lui renoncerait à son traitement. Pour une fois, je suis d'accord avec Damaro. C'est quoi les conséquences? Moi, ma question finalement, est-ce que vous avez pensé par exemple aux conséquences sur la démocratie d'avoir une Assemblée nationale monocolore? C'est là la question que nous posons ce matin. D'abord, c'est une très bonne question. Mais il n'y aura pas d'assemblée monocolore. Une assemblée monocolore n'est pas une assemblée nationale. Si nous n'apportons pas notre caution, je pense que le pays trouvera la solution. La solution, elle est simple, elle est dans la Constitution. Il faut faire une nouvelle élection. Maintenant, si à un moment donné, je pense que chaque Guinéen
est devant ses propres responsabilités. Nous ne sommes pas toujours comptables de ce que font les autres, mais nous sommes comptables de notre propre comportement. Voilà. Omar Mariko, du côté du Mali, a été clair. Amené, docteur, à être précis sur une question sur laquelle il avait commencé à se prononcer. Vous avez dit en ce qui vous concerne. On rappelait le cas de la prise de position de l'honorable Amadou Damaro Camara, qui a dit avoir déjà écrit au président Kori Kondiano pour renoncer à un quelconque traitement si le mandat du Parlement venait à être prorogé. Vous, en ce qui vous concerne, d'un côté, est-ce que vous allez siéger si ce scénario venait à se produire? Est-ce que vous allez siéger, vous allez continuer à siéger si le mandat du Parlement était prorogé? Et deuxièmement, est-ce que vous allez continuer à recevoir vos traitements? C'est une très bonne question. D'abord, je t'ai dit tout à l'heure que je partage pour une fois l'avis de l'honorable Damaro. Je pense que c'est une escroquerie à la nation. Se faire payer pour un travail qui n'est pas fait n'est pas normal. Mais vous serez en train de travailler. Si votre mandat est prorogé pour 6 mois, ce serait du travail quand même, c'est pas du bénévolat. Et ce n'est pas parce que vous allez boycotter que l'Assemblée nationale ne fonctionnera pas. Vous allez boycotter que l'Assemblée nationale ne fonctionnera pas. Non, ça c'est l'autre risque que nous craignons. Tamba, je l'ai dit tout à l'heure, aucun être humain n'est responsable de l'ensemble de la collectivité. Mais chacun d'entre nous individuellement est responsable de soi-même. Alors, moi, je renvoie la responsabilité à toute la génération des politiciens guinéens. Lorsqu'une situation est difficile, il faut retourner au fondamental. Le fondamental, c'est que ce pays nous a donné un mandat de député pour 5 ans. Le fondamental, c'est que les 5 années sont prévisibles dès le premier jour. Donc, ça arrive à expiration. Nous devons avoir le courage, l'honnêteté, de rendre au peuple de Guinée son mandat et de lui demander d'organiser des élections pour que le peuple puisse s'exprimer et envoyer une nouvelle Assemblée nationale. C'est ça qui est normal. Alors, la question... Maintenant, vous me parlez de loi, de légalité. C'est bien. Mais il faut toujours savoir qu'il peut y avoir opposition entre la légalité et la légitimité. C'est une prise d'opposition personnelle. Alors, s'il te plaît, non, mais je vais placer ma question à Bakar. Docteur, est-ce que vous pensez que ce blocage auquel nous assistons a été monté de toutes pièces, que ça a été sciemment fait par le pouvoir en place pour permettre à ce que votre mandat arrive à expiration et qu'on puisse faire cette sorte de rallonge et que plus tard, ça puisse compliquer la donne au niveau des élections générales? Écoute, la réponse est très très simple. Moi, je vous ai dit que je n'ai jamais été un politicien. Moi, je dis exactement la vérité. Est-ce qu'en 2013, 2019 était prévisible ou pas? Il ne faut pas utiliser la langue de bois. Ça a été sciemment fait. Mais ce qui est évidemment que c'est sciemment fait. Évidemment. Sur notre plan, parce qu'on va évoluer. Sur notre plan, le président... On dirait que 2019 est venu à les grandes gueules. Je posais la question. Sur notre plan, Dr Ousmane Kaba, sur notre plan, le président Alpha Condé a bouclé une longue tournée récemment. Il était en Guinée forestière, en Haute-Guinée notamment, qui est le même fief que vous vous disputez, pour lancer des travaux des travaux d'infrastructures routières. Et il y a eu Kanka Mandjana, il y a eu Dabola Kouroussa, et du côté de la Guinée forestière, il y a le tronçon Guéguédou Kondé-Badou et la voirie urbaine, et des voiries urbaines d'un certain nombre de villes de la Moyenne Guinée et de la Guinée forestière. Comment vous regardez ce chantier qui a été ouvert, le président de la République? Vous avez organisé une conférence de presse à Kanka, si je me souviens, au cours de laquelle vous avez dit que ces projets n'avaient pas de financement entièrement bouclé. Du regard d'économistes, d'experts en économie, quel regard vous portez sur ces travaux routiers, sur ces chantiers qui ont été à nouveau, pour certains, lancés par le président de la République? Je crois qu'il faut faire la part des choses pour que le débat soit très simple et compréhensible à tout le monde. Oui. Le président de la République a le droit d'aller partout en Guinée comme n'importe quel Guinéen. Première chose. Deuxièmement, lorsqu'on parle de projet, nous avons l'habitude de voir un projet et son financement. Il y a eu des projets qui ont des financements. À
À Conakry, la voirie urbaine a un financement chinois. La route Koya-Dabola a un financement chinois que nous avons passé à l'Assemblée nationale. D'accord? Donc c'est très clair, ce sont des projets qui vont se faire. Par contre, il y a des projets dont les financements ne sont pas identifiés. Si vous prenez la route Kankan-Mandiana, je ne vois pas de financement. Et ce n'est pas la première fois qu'on pose cette première pierre. Kankan-Kissidou, c'est la même chose. Je vais vous dire, les gens sont frustrés puisque depuis 8 ans, dans toute la Haute-Guinée, il n'y a pas 50 km de route goudronnée. Je vous lance le défi. Montrez-moi 50 km de route goudronnée. Il n'y en a pas. Ça fait des années que je me bats parce qu'il y a des secteurs où il y a eu du progrès. L'énergie, il y a eu du progrès, il faut le reconnaître. Mais je me bats depuis plusieurs années qu'on fasse des micro-barrages et en forêt et en Haute-Guinée. Ça ne coûte que 300 millions en moyenne. Impossible. Et tu as 60% de la Guinée qui est hors électricité. Comment est-ce qu'on va développer le secteur agricole dans ces conditions? Le financement de ce chantier viendra d'où? Oui. Ce qui m'a fait rire, c'est que souvent on pose des premières pierres pour des projets qui n'ont aucun financement et dont on a posé la première pierre 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc il y a un gros problème de crédibilité. Je vous ai dit, derrière ma maison, il y a eu la première usine solaire qui a été posée en 2015 à Karfamouria pour allumer la ville de Kankan. Malheureusement, le Chinois est mort. Il va falloir ressusciter le Chinois. Bien. Mais ça veut dire simplement qu'il n'y avait pas de financement. Les grandes gueules. Alors, je les ai appelés les premières pierres électorales. Non, mais moi je ne comprends pas. Comment peut-on comprendre? Parce qu'il faudrait bien entendu avoir vu le projet. Comment peut-on comprendre qu'on parte lancer des activités, que le président de la République lance des projets sans qu'il n'y ait un financement pour continuer les travaux? Comment peut-on, je ne sais pas comment vous pouvez expliquer cela, parce que quand même, le président de la République, normalement, est en fin de mandat. Comment voulez-vous que moi j'explique les actes de quelqu'un d'autre? Posez-lui la question. Non, mais vous avez dit, certainement, vous êtes intéressé au dossier parce que vous dites qu'il n'y a pas de financement. Vous avez dû voir le projet. Je suis un expert. Ouais. Ça, c'est mon boulot. Je pense que les choses sont claires. Oui, mais quand on met un projet, là-dessus, tout de même, docteur, il faut nuancer, docteur. Quand il n'y a pas de financement, il n'y a pas d'exécution de projet. Oui, mais là-dessus, parce que on s'est renseigné auprès du ministère des Travaux publics. Il y a par exemple Dabola Kouroussa. Dabola Kouroussa, c'est de l'eau donc confiée à des consortiums différents. Le financement est de la Banque islamique de développement. Ça, c'est des sources proches du ministère des Travaux publics. Du côté de Gekedou, de Gekedou Konembadou, c'est plutôt, je crois que c'est l'Union européenne ou la Banque islamique. En tout cas, ce sont des institutions. L'Union européenne a financé juste une partie. Donc l'autre partie, c'est la Banque islamique de développement. Koya Forekaria Farmouria, c'est la Banque africaine de développement. Donc au niveau du ministère des Travaux publics, on est surpris de savoir que vous ne reconnaissiez pas que des financements ont été identifiés pour ces projets. Est-ce que vous m'avez écouté? Bien sûr. Non, pas du tout. Les grandes gueules. Qu'il y a des projets qui sont financés et qu'il y a des projets qui ne sont pas financés. Oui, je suis en train de vous parler. J'ai pris 3 lots importants dans ces travaux. Attendez, je suis en train de vous parler des projets qui ne sont pas financés. Puisque vous voulez discuter de projets avec moi. Oui, vous parlez de quel projet alors? Si vous permettez. Vous parlez de quel tronçon? Non, mais je vous ai Les grandes gueules. Kankan, Mandiana, ce n'est pas financé. Je vous ai parlé de Kankan, Kissidou, ce n'est pas financé. Je vous ai parlé de l'usine solaire qui n'est pas financée. Voilà. Maintenant. On ne parle pas de Kankan Kissidou dans les travaux qui ont été relancés par le chef de l'État. On ne parle pas de Kankan Kissidou. Mais attendez là. Attendez. Mais plutôt. Ce sont des travaux. On est en train de parler de. Oui, je sais. Ça a été lancé et ça n'a pas été exécuté. Je sais, Moussa. Oui, exactement. Je sais. Voilà. Cette fois-ci, ça n'a pas été relancé comme Kankan Mandiana. Écoutez, Diallo, on veut faire la polémique ou mais on veut comprendre? Non, pas du tout. Bon, alors, si on veut comprendre, moi je vous dis ceci. Ce n'est pas acceptable de poser les premières pierres des projets qui n'ont pas de financement. On en a fait dans le passé, on continue à le faire. Ceci dit, prenons même un projet qui est financé. Je vous donne un exemple trivial. Le projet du pont entre Kerouani et... Non, Banankoro. C'est un projet qui est financé il y a plus de 3 ans par la BADEA.
Mais pourquoi le projet n'est pas exécuté? Parce que les procédures de passation de marché public ne sont jamais respectées. Quand c'est le cas, le décaissement n'a pas lieu. Les grandes gueules. Et nous utilisons un terme générique qui consiste à dire que la capacité d'absorption d'un pays est faible. C'est que derrière, les bailleurs de fonds peuvent bien dégager un financement, mais les procédures de passation de marché dans la transparence n'étant pas respectées, le bailleur de fonds refuse de décaisser. Bien. Donc vous avez des projets comme ce pont-là, entre Kerouane et Banankoro, qui est financé depuis 3 ans, mais qui n'a pas commencé. Voilà. Donc, il y a plusieurs types de problèmes qu'il faut sérier. Un, il y a des projets financés, nous applaudissons des deux mains. C'est le cas de la voirie urbaine de Conakry, c'est le cas de la route, etc., qui va à Dabola. 2, il y a des projets qui sont financés et qui ne sont pas exécutés parce que les marchés ne sont pas correctement passés. 3, il y a des projets qui sont là, qui n'ont aucun financement identifié. Ce sont ces dernières catégories de projets qui posent des problèmes de crédibilité. C'est très simple. Bien. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. On va vous donner la possibilité à des acteurs de s'exprimer. Dans un premier temps, Aliou Condé, donc, qui va prendre la parole tout à l'heure dans cette émission. Il est juste avant lui, le décret. Parce que moi, j'ai un problème avec ce décret. Monsieur le ministre nous l'a rappelé, il faudrait que dans chaque bloc, dans chaque mouvance, il y ait au minimum 3 partis. Or, lorsqu'on prend la liste, j'ai là la liste notamment des éléments envoyés par la mouvance présidentielle. Vous avez 4 du RPG, 4 du RPG. Il y a les 3 partis. Hein, 5, non, justement, il y a un problème que moi je décèle là. Il y a 5 du RPG, il y a Boubacar Biro Bari de l'UPR. Vous avez David Camara de la NGR. Ces 2 partis ont-ils concouru aux 2 dernières élections nationales? Sauf erreur de ma part, en 2015, ces 2 partis-là n'ont pas présenté de candidat. Revoyez votre copie, bel et bien, ils ont... La NGR, bien sûr, en 2015. La NGR, non. La NGR a accompagné plutôt le président. La NGR n'a pas présenté le candidat en 2015. Comme l'UPR, d'ailleurs. Donc il y a un problème déjà avec ce premier décret. La NGR a compétit, vérifiez vos copies. En 2015. présidentielle, non. Non, la présidentielle, non. Législative, ça veut dire que déjà dans la liste de la mouvance, il y a un problème. C'est que la NGR ne peut pas être présente, notamment sur la liste. Du point de vue des critères de la loi. Voilà, du point de vue du critère de la loi qui a voté par les 2 partis. On va le laisser répondre. Il n'y a pas non plus de député à l'Assemblée nationale. Si, David Camara, est député. C'est l'unique député de... D'ailleurs, c'est celui qui a tous les privilèges. Et il devrait être 2 députés en plus. Bien. Bah, il quitte l'Assemblée, il va à la CENI. Ouais, c'est le seul. Non. C'est le seul à avoir tous les décret, comme je vous le dis, moi, il me pose problème. Bien, on vous laisse répondre, monsieur le ministre. Très bien. Je crois que je dois encore vous revenir pour vous dire de revoir vos copies. En ce que je sache, et nous l'avons très bien apprécié, les 3 partis présents dans la composition de la liste de la mouvance obéissent aux critères édictés par la loi en son article 7. La loi est là, vérifiée. Bon, je crois, bon, je sais pas, moi je voudrais m'intéresser aux représentants de... Les critères. Non, on parle de 2 députés. Non, je pense que ce que Mohamed Mara est juste. Les 2 partis n'ont pas chacun 2 députés et n'ont pas participé à la dernière présidentielle. Ça, c'est clair. Moi, je suis formel là-dessus. Tout à l'heure, c'est facile aujourd'hui au moins avec Google. On saura tout à l'heure qui sont les partis. Mais encore une fois, il faudrait que les 2 partis... Mais les 8 candidats sont connus. Les 8 candidats à la dernière présidentielle. Justement. Voilà. Et en plus, avoir 2 députés à l'hémicycle. Pourquoi prendre un tel décret déjà qui va violer le tout nouveau code électoral? Peut-être on va permettre au ministre de repréciser. Est-ce que la loi telle qu'elle a été donc adoptée et promulguée, parce qu'on parle de participation aux 2 dernières élections nationales précédant la mise en place de la CENI, est-ce que la loi précise que lorsque vous participez à l'une de ces 2 élections, vous avez droit à... On dit la participation. On dit la participation. On a dit aux 2 et non à l'une des 2. Je crois qu'il faut bien prendre le mot dans son sens étymologique. Participer aux 2 dernières élections au niveau national. Donc, il s'agit de la législative, des législatives de 2013, je l'ai dit tout de suite et je le reprécise encore, et de la présidentielle de 2015. Participer, ça veut dire quoi? Participer, c'est prendre parti.
Donc, vous ne pas un candidat, alors. Présenter un candidat. Un candidat à ces élections. Participer, c'est prendre parti. Ça ne veut pas dire forcément. Même si on n'est pas candidat. Ce qui veut dire que même si on n'est pas candidat, si vous participez dans un bloc, vous y avez participé. Mais bien sûr. D'accord, si c'est le cas. Alors, moi j'ai une autre observation. C'est par rapport à la société civile. Je sais que ça n'a pas provoqué de colère. Il n'y a pas eu de débat. Alors, le cas Québec qui reste, et il y a un autre qui arrive. J'ai envie de comprendre qui dépose la liste au nom de la société civile. Parce que ce qui se trame, ce qu'on a appris, c'est qu'il y aurait un deal entre Dansa Kourma et Québec, et pour que donc Dansa permette donc que Québec reste à son poste au niveau de... Et apparemment tout est fait pour que Québec reste à la tête de la CENI. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se trame, monsieur le ministre? Tout est fait pour que Québec reste à la CENI. Je ne m'engage pas... À la tête de la CENI. À la tête de la CENI, je ne m'engage pas dans ce débat parce que, de toute façon, je ne suis pas électeur des commissaires. A fortiori, trouver qui va rester à la tête ou qui ne va pas l'être. Ce que je dois dire, la société civile, nous avons envoyé la lettre de la société civile au CNOSC. Le CNOSC, c'est dans ça. Et c'est, je crois, la plus grande plateforme, la plus grande représentativité. Hein, si vous m'en donnez, en tout cas, l'acceptation de ce terme. Bien. Donc, cette liste est partie. Et comme vous le savez, il y a très souvent, d'ailleurs, je crois que c'est une nécessité, que quelqu'un de l'ordre des avocats figure sur la liste de la société civile. Je crois que c'est là qu'il faut trouver l'explication, certainement, de la présence du nom de Maître Salif Kébé, n'est-ce pas, sur la liste. Alors, maintenant, le deuxième élément de la société civile est un choix de la société civile. Oui, et on parle de bloc de société civile en Guinée, c'est vrai. Mais je suis ici pour témoigner que les sociétés civiles, quand je les ai convoqués, les représentants de la société civile, venez que chacun vienne m'apporter, si vous voulez, son agrément. Parce que se réclamer d'une structure de la société civile, cela repose sur un acte légal qui est l'agrément. Si vous n'en disposez pas, franchement, vous n'êtes pas un bon répondant. Mais là encore, le débat est entre les acteurs de la société civile. Une question toute bête. Est-ce que le balai citoyen a un agrément? Le balai citoyen n'a pas d'agrément. Il y a des problèmes par rapport justement à l'obtention de ces agréments, monsieur le ministre. Bien. Pourquoi les organisations ont du mal à obtenir les agréments? On va embrayer avec le cas du modèle. Avant de parler de Matoto. Le modèle, je crois que c'est un parti politique. C'est ce que je comprends ici. Quand vous adressez un agrément, une demande d'agrément, vous n'allez pas imposer qu'on vous le délivre aussitôt. Il y a tout un travail d'étude autour de votre agrément. Il y a la Direction nationale des affaires politiques en Guinée qui étudie la demande que vous avez formulée pour voir si vous êtes un bon demandeur d'agrément, si vous répondez, pour qu'on vous la donne. Beaucoup envoient des agréments et des demandes d'agrément. Quand la Direction nationale des affaires politiques les passe au tamis, les distille, ils relèvent plein d'incorrections ou en tout cas de faits qui ne calent pas avec, si vous voulez, l'acquisition d'un agrément. La demande peut vous retourner 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ça, c'est un premier aspect. Il n'est pas suffisant. Le second aspect, c'est que la denrée la plus partagée aujourd'hui, c'est les agréments, les demandes d'agrément. Sur pratiquement 2 dossiers que je signe, ou 3 que je signe, les 2, c'est les demandes d'agrément. Or, un agrément, c'est toujours dans un domaine précis d'intervention. J'envoie d'abord le service dépositaire de l'étude des agréments. Ils font leur examen, ils me ramènent. Je m'adresse au département avec lequel ce service-là, cet agrément doit travailler. Quelqu'un qui dit « je vais travailler dans l'environnement ». Il faut bien que le ministre de l'Environnement se prononce sur la compatibilité des objectifs dégagés dans la demande d'agrément avec son département. Très souvent, les demandes reviennent de ces départements sectoriels avec une fin de non-recevoir. Je ne peux pas donner. Oui, mais le cas modèle, il y a quand même un délai. Le cas du parti de la demande du modèle, il y a quand même un délai qui est imparti à l'administration. Il y a une soixantaine de partis politiques qui ont aujourd'hui leur demande en étude à la Direction nationale des affaires politiques. Alors, une soixantaine. De quoi souffre la demande du modèle? Je ne peux pas vous dire ici qui est le modèle qui ne l'est pas. C'est Ali Ouba.
pas, Aliouba? Je sais pas c'est qui. Vous connaissez pas Aliouba? Non. Normalement, quand même. le ministère de l'administration devrait disposer. Mais je dis, je ne le connais pas. Vous pouvez pas forcer à le connaître. Bien. C'est important d'évoluer. Notre invité, monsieur. Oui, on va appeler. Le délai d'étude du dossier, monsieur le ministre, c'est pas 3 mois? 3 mois, mais si au bout des 3 mois, votre demande n'a pas reçu l'agrément, donc notre accord, naturellement, vous êtes envoyé à mieux vous pourvoir, à mieux vous argumenter. Le parti contre aucune demande n'a été rejetée chez nous. Nous mettons toujours instance, c'est-à-dire nous sommes en train d'étudier votre demande. Oui, mais justement, si au bout des 3 mois, vous n'informez pas, vous n'écrivez pas, vous restez silencieux. Au bout des 3 mois, oui, c'est comme au bout des 3 mois, le demandeur d'agrément est libre de venir dire, monsieur, je n'ai pas reçu mon agrément, ça fait 3 mois. Nous allons lui dire, nous n'avons pas fini, ou alors revenez plus tard. Mais normalement, vous devriez faire un retour, monsieur le ministre. C'est votre devoir de répondre parce qu'on vous a écrit. On vous a adressé une demande et c'est de votre responsabilité, de votre devoir aussi de réagir, de répondre à l'intéressé, monsieur le ministre. Je crois, moi, quand je suis intéressé par un sujet, ça ne me fatigue pas de venir chaque fois à la charge pour savoir la suite donnée à mon doigt, mais demander qui est revenu, qui n'est pas revenu. Non, mais administrativement, normalement, quand on écrit à une autorité, on doit avoir un retour, monsieur le ministre. Madame, j'ai 3 000, 4 000, 5 000 demandes d'agrément. Alors, ce n'est pas une machine qui les traite. C'est des cerveaux humains. Le modèle, il faut le rappeler, entend saisir la Cour suprême pour trancher dans cette affaire. Bien. Avant de, donc, on va continuer tout à l'heure notre émission. Monsieur Alou Condé, donc, qui a demandé à intervenir. Donc, s'il est à l'écoute, qu'il veuille bien décrocher. On va évoluer dans cette interview. C'est important d'évoluer avec le cas Matoto. Je sais que beaucoup sont à l'écoute et veulent savoir c'est quoi finalement l'issue de Matoto. Beaucoup aujourd'hui vous prennent pour responsable de la non-élection du candidat de Matoto. On estime que vous êtes immixé dans cette affaire en annulant carrément les élections. Dites-nous, est-ce que vous avez le pouvoir d'annuler ou de faire arrêter les élections lorsqu'elles sont entachées d'irrégularité ou de... Je crois que c'est un mauvais procès qu'on me fait, mais j'assume, je suis le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Je suis celui-là qui est en partenariat avec la CENI pour ce qui est des élections en Guinée, mais pour ce qui est de la mise en place des exécutifs au niveau des communes, vous n'avez jamais vu que je le fais ou je le partage avec un département ou avec une structure. C'est l'administration du territoire. Là, on ne voit que le cas Matoto. Mais combien de cas similaires sont en Guinée? Et pourquoi personne n'en parle? Parce qu'on est à Matoto. Est-ce que vous savez que pour la mise en place des maires ou des exécutifs, il y a eu des morts d'hommes. Il y a eu des casses d'infrastructures à travers le pays. Commando est là, Bafel est là, et que sais-je encore. Alors, mais on n'en finit pas. Pour répondre à votre question, quand vous me dites on pense que c'est vous qui en êtes responsable, j'ai été très clair. Ce sera à redire tout de suite, je vais le redire. Quand une élection communale n'est pas allée à son bout, que des casses d'urnes soient intervenues, que des déchirures de papier soient intervenues, d'actes électoraux, c'est mon devoir d'arrêter cette élection et de la reprendre. On vous prend au mot, monsieur le ministre. Dans votre déclaration, on se rappelle, vous avez rappelé qu'il y avait un intrus qui était introduit. J'ai dit des intrus. J'ai dit des gens dans les images qu'on a suivies, il n'y a pas d'identité contrôlée. Celui qui a agi s'appelle Moussa Keïta. Moussa Keïta qui est sur la liste arc-en-ciel. Sur la liste même du RPG. Il est connu de tous, monsieur le ministre. Non, il est connu de vous. Non, il est connu de vous. Quand vous dites la généralisation abusive est un abus. Quand vous dites qu'il est connu de tous, moi, il n'est pas connu de moi. Mais il est sur la liste du RPG Arc-en-Ciel au communal de Est-ce que vous pensez que sur les 342 communes en Guinée, je suis censé connaître le nom de tous ceux qui existent sur la liste? Vous pouvez faire une vérification tout de même. Non. Et puis vous avez vos représentants à la commune, je crois qu'ils pourraient, n'est-ce pas, vous remonter des informations qu'il faut par rapport à ça. Depuis là, quelles sont les informations que vous avez par rapport à cette crise? Parce que après cette déclaration que vous avez faite pour arrêter donc le processus, est-ce que quelque chose a été fait pour ne serait-ce que sanctionner cette personne que vous accusez d'avoir déchiré le papier, qui a été arrêtée puis libérée par la suite? Écoutez, quand vous me dites
après que l'on ait arrêté cette élection, je ne dis pas arrêté, qu'on l'ait annulée, parce qu'elle a été dérangée, troublée jusque dans les urnes, ma disposition à moi est de la reprendre. Et c'est dans cette position que je suis. Quitte, et je l'ai dit, les services de sécurité ce jour-là qui étaient là, auraient mis la main sur quelqu'un pour dire voilà, c'est celui-là qui a fait ceci, parce que quand même un processus électoral est toujours, je le répète très bien, toujours sécurisé. Alors s'il y a eu défaillance à ce niveau sécuritaire, naturellement, je l'ai dit qu'ils n'ont pas la mission ou la prétention de faire pression physique sur quelqu'un. Et vous comptez la reprendre quand, cette élection? Cette élection, nous la reprendrons quand nous aurons réuni tout ce qu'il y a comme mesures sécuritaires, et cela ne saurait tarder, je puis vous rassurer. Et à supposer, monsieur le ministre, que l'un des camps refuse de se plier à cette exigence, qu'est-ce qui va se passer? Quand un des camps refuse de se plier à cette exigence, nous faisons appliquer la loi. C'est quoi? C'est-à-dire? La loi, quand vous refusez de venir prendre... Vous adoptez la politique de la chaise vide? Quand vous refusez de venir prendre part à une élection, vous désistez de vous-même de cette élection. C'est aussi clair que ça. Alors, c'est universel. Moi, j'aimerais vous ramener, en attendant de donner la parole à M. Alou Koné qui patiente, sur ce processus qui a été troublé à Maputo, comme vous le dites. Et les médias qui étaient présents ont dans leur écrasante majorité, constaté que par 2 fois, au moins, on a compté les bulletins rouges qui revenaient aux candidats de l'UFDG, et que le décompte avait donné 23. Et que c'est au moment où on commençait à compter les bulletins jaunes qui étaient donc ceux du candidat du RPG Arc-en-Ciel, que cet individu, Moussa Keita, est survenu et donc est intervenu pour déranger le processus, comme vous le dites. Est-ce que vous avez la même lecture, vous avez reçu les mêmes informations? Vous qui parlez, est-ce que vous pensez que lorsqu'il s'agit de faire un dépouillement, lorsqu'il s'agit de faire un calcul de vote, il y a des bulletins rouges qu'on compte séparément, des bulletins blancs qu'on compte séparément? Avez-vous vu jamais ce procédure d'évaluation des résultats d'une consultation électorale? Bien. Compris du tout, monsieur le ministre. Mais c'est clair, il me dit, on a compté les bulletins rouges jusqu'à 23. Les images le démontrent. C'est important. Pourquoi on ne compte pas les autres bulletins? Non, mais les images le démontrent. Je vous rappelle. Pourquoi ils ne montrent pas les autres? Non, vous nous avez pas compris. Il y a eu 2 décomptes. Attendez, on va s'écouter. Il y a eu 3 décomptes. Certainement, vous ne nous avez pas compris. Parce que je pense que de la façon dont ça se passe, on met d'abord d'un côté les bulletins rouges, de l'autre côté les bulletins jaunes. Et on se met à décompter. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. Je n'ai pas dit que on compte d'abord les bulletins rouges, mais on les met. D'abord, c'est ce que j'ai compris, parce que c'est ce que vous avez dit. Voilà. C'est ce que vous avez dit. Mais est-ce que monsieur le ministre est référé aux images filmées par les médias? Parce que c'est important que vous les voyez, et pour comprendre mieux ce qui s'est passé. Parce qu'on a suivi qu'il y a eu 3 décomptes, et 2 fois de suite, le candidat de l'UFDG a obtenu 23 voix. Et lorsqu'on comptait les voix du RPG, arrivé à 5, Moussa Keita a troublé le vote. Est-ce que vous les avez suivis? Je suis dans un milieu qui devrait poser toutes les questions sauf celles que vous venez de poser. Pourquoi, monsieur le ministre? Une image, oui, vous pouvez la transformer. Venant d'un média, vous pouvez la transformer 1 milliard de fois. Ça me surprend. 1 milliard de fois. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Il y a une intégralité. C'est le ministre. C'est le ministre. Vous ne croyez pas à la crédibilité de ces médias qui... Vous avez dit vous pouvez en faire ce que vous ne croyez pas à la crédibilité alors? Vous-même, vous ne croyez pas. Pas du tout. L'autre reproche qu'on vous fait, c'est quand même d'avoir pris le parti sur vous, d'annuler ce processus en cours et non pas saisir la justice. Qu'avez-vous à y répondre? Mais non. Je vous ai dit, et vous m'avez suivi, que pour la mise en place des exécutifs, je ne suis pas avec la justice. Je ne suis pas avec la sécurité, sinon que pour sécuriser. Je délègue des missionnaires du niveau central qui viennent se faire compléter par des agents du niveau local, parce qu'il faut aller dans toutes les communes rurales et urbaines pour faire ce travail. Donc c'est une prérogative dévolue au ministère de l'administration territoriale. Il y a Kalimoudou Yansane qui a introduit un recours gracieux pour attaquer votre décision d'annulation de ce vote. Comment vous y réagissez? Le recours gracieux, vous savez ce que ça veut dire?
Non, le recours gracieux. Moi, je ne suis pas un magistrat. Mais le recours gracieux. Voilà. Si c'était ça, il aurait dû écrire au ministre tout simplement, mais ce n'est plus un recours gracieux. Voilà. Il saisit les tribunaux. Demandez aux magistrats ce que ça veut dire. Voilà. Il a tout de même. Donc, il attaque votre décision par voie judiciaire. Voilà. Je vous dis, un recours gracieux, ce n'est pas une attaque. Hein. Alors, moi, je voudrais poser qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Non. Il m'a informé. Il m'a informé, j'ai écrit à l'agent judiciaire de l'État pour déposer un recours gracieux. Voilà. Ça ne vous concerne pas? Mais que ça me concerne, je ne dirai pas le contraire. Mais quand vous me dites qu'il m'a écrit, il ne m'a pas écrit. Non, j'ai dit il a introduit un recours gracieux. Où? Pour attaquer. Oui, auprès de l'agent judiciaire de l'État. Mais attendez que ceci donc m'en fasse cas. Bien. Mais alors bien. Moi, je voudrais nous allons savoir, permettre, oui, vous posez la dernière question, on va donner la parole à... Monsieur le ministre, quelle incidence cela devrait avoir? Ce décalage qu'il y a, pendant que certains maires sont déjà installés et qui sont déjà, certains ont commencé à travailler, jusqu'à présent, par exemple, le cas de Matoto, Kankan, quelle incidence cela pourrait avoir pour la prochaine, poser la question sur le cas Kankan tout à l'heure, oui. Pour le cas Kankan, par exemple, le RPG n'arrive pas à se décider sur la tête de liste, à s'accorder sur un nom. Quelle incidence cela? Est-ce que cela est normal? Vous ne connaissez que Kankan et Matoto, je vous dis, sur les 342 communes, il reste aujourd'hui 14 à installer, 328 le sont déjà. Deuxièmement, un peu partout. Vous avez vu les sénatoriales aux États-Unis la dernière fois. Madame Cynthia Sandy, la sénatrice du Mississippi, a été mise en place 3 mois après les autres sénateurs. Ce n'est pas impossible d'observer ce décalage que nous voyons là où on a pu faire l'élection pour 342 ou pour 328 à une date claire et précise. Qu'est-ce qui empêche la Commission nationale électorale indépendante d'organiser, s'il y a lieu de le faire, pour 2, 3 ou 4 communes? Bien. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Ici à Conakry. Merci à tous les deux et on souhaite bon séjour à Caris, donc dans notre pays. Merci à toute l'équipe de réalisation, Amadou Sow du côté de la radio et notre équipe de cadrage. Merci aussi à Mamoudou Kondé qui était à la réalisation, à notre ingénieur de son, Nala Sidibé. Merci à vous tous. On remet tout ça lundi à 9h avec le turbo qui sera de retour aux commandes. Portez-vous bien. Au revoir et bon week-end.